Ok, donc bonjour, bonsoir à tous. Donc nous allons poursuivre avec la troisième leçon qui concerne l'entraînement des réseaux de neurones et la modélisation de la langue. Donc il y aura deux parties. Donc là, je vais commencer avec la partie des réseaux de neurones et le plan que je vais exposer concerne uniquement que les réseaux de neurones. Donc, pour l'agenda, premièrement, on va revoir un peu l'entraînement d'un réseau de neurones, comme on l'a vu à la fin de la leçon précédente. Et puis, de là, on va faire ressortir la difficulté qu'il y a à calculer les gradients du loss par rapport aux différents paramètres du modèle. Et on va voir une solution qui est liée à ce calcul des gradients-là. Et en même temps, en calculant cela, on va voir un autre problème en fait, qui est lié en fait à beaucoup de données qu'il faut sauvegarder en même temps. Et pour cela, je dis beaucoup de valeurs ou données qu'on doit sauvegarder. Et pour cela, on va proposer une autre solution qui consiste en fait à structurer en fait la manière dont on utilise pour calculer les gradients aisément et, et on va voir une implémentation pratique en Python qui concerne l'entraînement des réseaux de neurones. Donc là, on va voir vraiment toute la machinerie qu'il y a derrière et on va dire qui est identique, hein. Je vais dire pratiquement à 95% de ce qu'on voit dans les frameworks tels que TensorFlow et PyTorch et autres. OK, donc concernant la revue de l'entraînement des réseaux de neurones. Donc, premièrement, on a vu l'architecture générale du machine learning, où on a l'entrée, on a les paramètres, et puis on a un modèle, et le modèle va produire des sorties. Et on a dit en fait ce qui se passe, c'est que les sorties seront comparées avec les sorties réelles, donc les sorties produites par le modèle et et les sorties réelles vont être comparées pour pouvoir faire calculer la performance, qui est rien d'autre un moyen de mesurer à quel niveau nous sommes proches entre les sorties qui sont produites par le modèle et les sorties réelles, c'est-à-dire celles qui correspondent à nos attentes. Et basé sur cette mesure de performance-là, on va mettre à jour les paramètres du modèle de sorte à pouvoir améliorer la performance. Donc ça, c'est l'architecture générale pour le machine learning. Mais pour le cas des réseaux de neurones, on a vu que cette mise à jour-là, en fait, elle est guidée par l'équation de Cauchy, qui est une équation, on va dire, itérative, où après chaque mise à jour, on calcule encore, hein, on met à jour successivement les paramètres du modèle. Donc, on a dit que W ici, qu'on a dit W, ça signifie l'ensemble des paramètres. Donc, s'il y a 5 paramètres et qu'on a W1 jusqu'à W5, on va faire cette opération pour chacun des paramètres. W1 est égal à W1 moins le état qui est une constante positive qu'on appelle le rythme d'apprentissage, multiplié par la dérivée du loss par rapport à W1. On va faire pareil pour W2 jusqu'à W5. Donc, s'il y a W1 million, bon, on va faire comme ça pour les 1 million de paramètres. Donc le W ici représente, voilà, chaque paramètre. Donc, c'est le calcul qui est fait pour être mis à jour et on a vu dans l'exercice précédent, on a pu dériver le petit modèle qu'on a mis en place par rapport à W et puis à B qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, voilà, j'ai remis ici en bas, on va dire, sous une forme de pseudocode, hein, pseudocode, c'est-à-dire un code qui est proche, voilà, du langage Python, mais c'est pas vraiment un langage Python. Voilà, donc j'ai mis for each batch of data, donc pour chaque lot de données qu'on va prendre, on va calculer d'abord les prédictions. Donc le modèle va recevoir les inputs. Bon,
ici, il y a quand même quelques petits détails, hein. Donc, quand je dis batch ici, en fait, je suppose que le batch contient à la fois les inputs et puis les targets, hein. Donc, j'ai pas mis ça dans le code ici, mais quand on dit ouais, un batch de données, il contient à la fois les inputs et les targets. Donc là, on utilise les inputs pour pouvoir calculer les prédictions à travers le modèle. Donc, prédiction égale à modèle appliqué aux inputs. Et puis ensuite, on va calculer le loss qui est une sorte de fonction, hein. Donc ici, on appelle ça compare, donc qui va faire la comparaison en fait entre la prédiction qui est la sortie qui est là et le target qui est la sortie réelle. Voilà, sans donner une mesure hein, de loss qu'on appelle la performance ici. Et ce loss-là va être utilisé pour pouvoir calculer les gradients. Donc, j'ai mis ici une fonction grossière que j'ai appelée compute gradient de loss et ça va calculer tous les gradients de tous les paramètres. Donc, et ici, j'aurai tous les gradients. Et ensuite, je mets update parameters, je mets à jour les paramètres en me basant sur les gradients. Donc, les gradients sont utilisés. Donc, voici les gradients qui sont là. Ils sont utilisés pour mettre à jour les paramètres W. Donc, grosso modo, voilà comment en 4 lignes de code, ça peut s'écrire, quoi. Donc, la boucle qui montre l'itération ici et les opérations principales, calculer la sortie à partir des entrées qui vont rentrer. Donc, les inputs rentrent dans le modèle, on a les sorties, c'est la première opération. Après, on a le loss, c'est ce qui est ici la mesure de la performance. Après, il faut d'abord calculer les gradients. Donc, on calcule les gradients et après, on met à jour les paramètres parce que, voilà, c'est clair dans la formule que la mise à jour se fait à l'aide du gradient. Donc, il faut calculer le gradient obligatoirement. Il faut calculer le gradient afin de mettre à jour les paramètres du modèle. Donc, avec cela, voilà, donc on a pu entraîner notre modèle. Mais, sauf que cette ligne-là, où on calcule les gradients, il y a quelque chose qui se cache dedans qui n'est pas clair. C'est ici que la complexité est cachée. Donc, c'est un algorithme très simple ici, hein, on le dit comme ça, mais en pratique, donc il y a une complexité qui est cachée ici. Et on va la voir en détail. Donc, comme on avait vu dans la version précédente, on calcule W avec la formule, hein, le mécanisme de mise à jour des paramètres du modèle. Mais déjà, rappelons c'est quoi le loss déjà. Le loss hein, de la dérivée plutôt du loss par rapport à W. Donc, c'est lui qu'il faut calculer. Et c'est lui qui nous intéresse. Et c'est là que je dis la difficulté se cache ici. Mais pour cela, rappelons que le loss, en fait, c'est une fonction qui prend en paramètre le Y prime. Bon, on l'appelle souvent Y chapeau, bien Y prime ici. On avait utilisé la notation Y prime qui est la prédiction. Donc ici, j'ai remis on va dire, la notation qu'on avait mis avant, Rn qui signifie réseau de neurones. Et ici, c'est XK. Donc, il suppose ici le, la donnée, la km donnée, hein, comme on l'avait vu, hein, on le faisait par donnée. Donc, km donnée, et avec les paramètres W du réseau, donc c'est la fin de fonction en fait qui prend voilà l'entrée, les XK, et puis qui a aussi ses paramètres du réseau. Et c'est Rn de XK W qui donne Y prime K. Hein, si euh, je peux peut-être l'écrire là. Donc, c'est Y prime K. Voilà. Donc, en fait, c'est l'os de Y prime K, YK. Donc, ça mesure ça fait une mesure entre la prédiction et puis les valeurs réelles, les targets. Donc, maintenant, le Rn de n, faut pas qu'on va oublier, c'est égal à la composée d'un nombre n de fonctions. Et on avait vu que chaque fonction f, c'est aussi une composée d'une fonction linéaire et d'une fonction non linéaire qui est l'activation. Hein. Donc, ça, on a vu ça. Fi, c'est égal à l'activation. Donc, l'activation
composé avec la fonction linéaire LI. Donc, on se souvenait qu'on a dit que le I, parce que chaque opération linéaire a ses paramètres à lui. C'est pas les mêmes paramètres qu'on a partout. Voilà. Donc, il y a un ici, on a un L, on a un W, I, WN et BN. Ici, on a W, N-1 et Bn-1, ainsi de suite. Donc, vous voyez que la fonction elle est vraiment très large, hein. Et donc, W, c'est l'ensemble des WI, comme j'ai dit, et puis BI, comme on avait vu. Donc, vous pouvez voir que la dérivée ou bien le gradient du loss par rapport au W, c'est pas une mince affaire, en fait. Si on a des réseaux de 50 couches, et 50, je vous dis que ça, c'est un nombre moyen, hein. Aujourd'hui, un réseau de 50 couches, c'est un réseau moyen. On peut même le qualifier même de petit réseau. Donc, il y a 50 W, hein, 50 fonctions composées. Donc, vous pouvez voir un peu que c'est une expression mathématique qui est très large et il faut dériver tout ça. Donc, on va voir à travers un exemple, hein. On va prendre un exemple ici d'un réseau très simple. Donc, ici, vous pouvez voir que j'ai pris un réseau en une dimension. Donc, ça veut dire qu'on va prendre X seulement, qui a une valeur, c'est pas un vecteur. Et puis, on va prendre seulement une seule couche aussi, hein. On va vraiment simplifier. Mais vous allez voir avec un exemple très simple comment est-ce que ça devient compliqué. Donc, premièrement, on va définir la couche, l'opération linéaire, donc W X plus B, hein. Donc, W, c'est le coefficient directeur, le paramètre W, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, j'appelle Z qui est égal à G de X, qui est égal à W X plus B. Donc, après, je vais prendre ici une fonction d'activation qu'on appelle la fonction sigmoïde qui va s'appliquer à Z. Donc, j'appelle le résultat, hein. Donc, Z va passer dans la fonction sigma qu'on appelle sigmoïde, qui est 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins, voilà, X ou bien Z. Bon, ici, on a mis Z, hein, donc on met Z. On peut mettre X, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, le paramètre, c'est le plus important. L'expression, c'est 1 sur 1 plus exponentielle de, voilà, du paramètre de la fonction. Donc, ici, c'est Z. Donc, quand on applique ça à Z, ce qu'on va trouver, on va appeler Y chapeau. Donc, c'est une fonction d'activation classique qui est utilisée pour les modèles de type classifieur ou bien classificateur. En général, c'est lorsqu'ils sont binaires, un classifieur binaire. Lorsqu'on on a deux valeurs, 0 et puis 1, par exemple. Bon, peu importe, même si on veut faire une classification, on veut classer des choses en blanc ou bien noir, par exemple, ben on va coder chaque couleur en 0. On va prendre peut-être les noirs en 0 et puis les blancs en 1. Donc, dans la machine, on va mettre des nombres entiers, mais après, ça peut être n'importe laquelle des deux catégories qu'on veut. Ça peut être chien, chat, ça peut être ce qu'on veut. Donc, cette fonction-là, justement, si vous faites attention un peu, donc je vous donne, voilà, essayez d'écrire ça en un pas et puis essayez de tracer. Vous allez voir que c'est une fonction, en fait, qui convertit toute valeur. Elle ramène les valeurs entre 0 et 1. Elle ramène toutes les valeurs entre 0 et 1. Vous pouvez voir que lorsque z tend vers l'infini, l'exponentielle de l'infini, de moins les grandes valeurs, ça tend vers 0. Donc, si ça tend vers 0, ben, on va avoir 1 sur 1. Donc, ça va converger vers 1 lorsque z tend vers l'infini, vers plus l'infini, voilà. Et puis, lorsque z tend vers moins l'infini, donc, ça va devenir ici l'exponentielle positive. Donc, la valeur va augmenter très grande. Donc, 1 sur une très grande valeur, ça donne 0. Donc, vous voyez que en allant vers les petites valeurs, on se rapproche de 0. En allant vers les grandes valeurs, on s'approche de 1. Donc, c'est la fonction sigmoïde. Donc, on l'utilise souvent pour pouvoir convertir des valeurs en forme en grise probabilité, hein. C'est pas vraiment une vraie probabilité, mais bon, c'est une manière de ramener des valeurs entre 0 et 1. OK. Donc, et là, on va utiliser ce qu'on appelle BCE. Donc, c'est Binary Cross Entropy Loss. Donc, c'est une fonction de loss, en fait, tout comme ce qu'on a vu, hein, pour le MSE, Mean Square Error, l'erreur quadratique moyenne. Ça, c'est une erreur qui est adaptée ici, une fonction de loss qui est adaptée à ce qu'on appelle la classification binaire. Dans une classification, on a deux classes seulement. C'est
cette fonction-là qui est adaptée hein, à cela. Donc, il y a eu des recherches mathématiques qui ont été faites depuis longtemps et bon, voilà. Donc, en général, il revient des résultats de la théorie de l'information que Shannon a beaucoup à développer. OK, donc voici cette fonction-là. Elle mesure toujours l'écart entre la prédiction, qui est Y chapeau, et la valeur attendue, la valeur, le target ou bien la sortie réelle qui est Y. Et ce n'est d'autre que moins, entre parenthèses, voilà, Y logarithme de Y chapeau plus 1 moins Y. Donc vous voyez que c'est à peu près la même chose, sauf qu'on remplace le Y par Y moins un et puis le Y chapeau par un moins Y chapeau. Donc, vous voyez que c'est les mêmes. Donc, on fait la somme pour les deux cas, pour le cas de Y et pour le cas de Y chapeau, de un moins Y. Et pareillement pour Y chapeau. Donc, voilà. Donc, avec ça, j'ai un opérateur linéaire, donc c'est une seule couche. En même temps, j'ai la fonction d'activation qui est le sigmoïde. hein, et Après, j'ai mon loss. Donc, c'est vraiment un réseau très simple. J'ai une dimension, une seule couche. Donc, les deux me forment ma couche que j'appelle F, hein, même si ici j'ai appelé ça F ici, mais peut-être j'aurais dû utiliser on va dire l'appellation acte, activation. C'est plus simple. Mais bon, voilà. Donc, l'opérateur linéaire, ça c'est le L et ça c'est l'activation. Le A, j'ai écrit A simplement. Et là, j'ai mon loss. OK. Donc, avec ça maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit calculer la dérivée du loss par rapport, la dérivée du loss par rapport aux paramètres. Donc, il y a mes deux paramètres, ce sont W et puis D. Donc, pour cela, comment ça se passe? Ben, je vais remplacer, puisque je dois calculer le loss par rapport à W, donc il faut que j'exprime L loss en fonction de W. Comme ça, il peut dériver aisément par rapport à W. Et je vais exprimer aussi le loss en fonction de B. Donc ici, si j'applique la formule qu'on a mise là, il faut remplacer Y et Y chapeau. Y, il est fixé, mais Y chapeau, il va remplacer par cette formule-là. Et là, il y a un Z encore que je vais remplacer encore par ça. Donc, vous voyez que ça, la formule va devenir un peu plus complexe. Vous voyez ici le Y qui est là, moins Y. Et ici, j'ai le logarithme de 1 plus exponentielle de, entre parenthèses, moins d'OVX plus B. Donc, vous pouvez voir le Z ici qui est là. Vous voyez que le moins, il est apparu parce que le logarithme de l'inverse est égal à, voilà, moins, le logarithme de X est égal à moins, non, plutôt le logarithme de 1 sur X, voilà, est égal à moins logarithme de X. Donc, normalement, il devait mettre la fraction, mais là, on a enlevé la fraction, donc il y a un moins qui est apparu là. Voilà, donc on a remplacé. Vous voyez que la formule devient un peu plus compliquée. Et donc après, on essaie de simplifier un peu, enlever la parenthèse, développer un peu l'opération. Et après, simplification, voilà ce qu'on obtient comme résultat de l'os. Donc maintenant, on peut dériver par rapport maintenant au W et à B. Donc vous voyez que la dérivée encore, elle est encore un peu complexe. Hein. Il y a encore des exponentielles ici, de composés et autres. Donc ici, je vais vous épargner le calcul. Vous pouvez le faire, mais vous allez voir que avant d'arriver à le résultat-là, vous allez quand même passer par beaucoup d'étapes. Donc voici la dérivée du loss par rapport à W qui est là. Donc, il y a des exponentielles ici et autres. Et la dérivée du loss par rapport à B. Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment immense à faire. Hein? C'est vraiment fastidieux et on peut facilement faire des erreurs. Donc, voilà. J'espère que je vous ai convaincu que vraiment, c'est assez complexe. Et rendez-vous compte qu'on travaille en une dimension. Les problèmes concrets sur lesquels vous voyez les applications aujourd'hui, c'est pas les problèmes à une dimension. Non, on a des problèmes à, à dimension 10 000, 1 million. Ce sont des dimensions avec lesquelles on travaille dans la réalité pour résoudre des problèmes assez avancés. Donc, ça, c'est une chose. Donc, s'imagine que comme des variations, on augmente la dimension. Et encore, on a à peine une seule couche seulement. Et comme j'ai dit, 50 couches, aujourd'hui, c'est pas vu comme un gros réseau, c'est un petit réseau aujourd'hui. 50 couches.
Donc, imaginez que vous devez écrire cette formule-là pour 50 couches. Vous allez écrire dans toute votre maison, ça ne va pas suffire. Vous allez transformer toute la maison en une grosse page. Vous allez écrire, ça ne va pas suffire pour pouvoir développer toute la formule et puis la simplifier. Donc, voilà la vraie difficulté qu'il y a à calculer les gradients. Donc, face à cela, la solution, c'est justement d'utiliser, hein, il y a une solution élégante qui existe, c'est d'utiliser la dérivée de la décomposée des fonctions, tout simplement. Hein, vous la connaissez, cette fonction, cette dérivée-là, je pense que depuis le lycée, on la voit. Et justement, cette dérivée-là nous permet de pouvoir implémenter ce qu'on appelle la méthode de la rétropropagation des gradients. Hein, vous allez entendre ça souvent. Euh, et en quoi ça consiste? La première elle est très simple, voilà. Donc, la dérivée du loss par rapport à W peut être réécrite comme la dérivée du loss par rapport à Y chapeau multiplié. Donc, ce multiplié ici, il va dépendre des dimensions. Il peut être un produit scalaire ou bien ou bien une multiplication simple. Hein. Donc, ça dépendra. Ou bien même une produit matriciel. Hein. Donc, ça dépend de la nature de L et puis de Y. Hein. Donc, je vais dire multiplier ici. Donc, comprenez que multiplier, c'est au sens large, hein, dépendant des dimensions. Hein, voilà. Donc, c'est égal à la dérivée du loss par rapport à Y chapeau. Et je multiplie encore par la dérivée de Y chapeau par rapport à Z et multiplie encore par la dérivée de Z par rapport à W. Je ne sais pas si vous voyez que normalement, ces deux-là se simplifient. Hein. Donc, vous voyez qu'on revient directement à la dérivée de l'os par rapport à W. Mais on ne va pas simplifier, on va calculer avec ça parce qu'avec ça, il est très simple de faire le calcul. Déjà, pour que ce soit plus clair, revenons hein, aux formules initiales. Vous voyez que la dérivée de z par rapport à W est très aisée. C'est juste avec cette formule-là, c'est juste la dérivée ici qu'il faut calculer, à partir de cette expression seulement. La dérivée aussi du loss, euh, ou bien la dérivée de Y chapeau, voilà, par rapport à Z, c'est très simple. C'est juste cette formule-là qu'on va dériver simplement. Et de même, la dérivée du loss par rapport à Y chapeau, c'est seulement cette formule-là. On ne va pas avoir le fait qu'on a remplacé le Y chapeau par sa valeur initiale qui va rendre la formule plus large. Donc, vous voyez que les dérivés deviennent très, très, très simples. Hein. Donc, euh, c'est ce qu'on va utiliser ici. Excusez-moi, je vais essayer de gommer. Voilà. Donc, on va utiliser les dérivés simples. Donc, la dérivée de l'os par rapport à Y chapeau, c'est très simple. Y chapeau par rapport à Z, c'est très simple. Et pareillement aussi, Z par rapport à W est très simple. Et on remet là. La dérivée de l'os par rapport à Y chapeau, c'est Y prime moins Y sur Y chapeau. Non, plutôt Y chapeau moins Y divisé par Y chapeau facteur de un moins Y chapeau. Donc, vous pouvez voir ça. Hein. Ça vient du fait que la dérivée on va dire, d'une fonction, f de x par exemple, la dérivée du log de f de x par exemple, est égale à la dérivée de f de x divisé par f de x. Hein. Ça, c'est une formule générale. Hein. Si tu as comme ça le logarithme. Bon, on disait, dans le cours, autant on disait, si on disait u est une fonction de le log, la dérivée. Hein. Si tu prends la dérivée du log de u, c'est égal à u prime divisé par u. Voilà. Donc, ça vient un peu de ça. Donc, le u ici, c'est y moins quelque chose. Donc, voilà pourquoi vous avez ce rapport-là. Donc, la dérivée, vous pouvez faire le calcul vous-même. Hein. On va pas vous en assurer. Donc, la dérivée du loss par rapport à y chapeau, ça donne ça. La dérivée de y chapeau par rapport à z, quelque chose de simple. Il y a aussi l'exponentielle que vous avez vu hein, avec, voilà, il y a l'exponentielle là. Bon, si vous faites le calcul, vous allez trouver ça. Donc, ça donne une formule un peu comme celle-là. Et après la dérivée de
Z par rapport à W, ben, c'est X. Hmm, c'est X. Et pareillement, j'ai pas écrit, mais la dérivée de Z par rapport à B, c'est 1. Hein. Donc, c'est quelque chose de, de vraiment très, 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 très trivial. Hein. Donc, je n'ai pas écrit, mais bon, je peux écrire ça là. Donc, avec ça, vous voyez que la dérivée de loss par rapport à W, ben, c'est donné. On va juste multiplier les éléments, c'est tout. Et quand on multiplie, ben, il y aura une simplification entre ça et puis ça. Et ça donne tout simplement ça. Si vous voyez un peu là, comment c'est très simple là, hein, et comment cette solution elle est assez euh, élégante. Et pareillement hein, vous voyez que cette solution elle est assez hein, élégante, comme j'ai mis sur la petite icône là. Maintenant, on n'est plus apeuré. Euh, on a trouvé un moyen de manager et de trouver la solution aisément et c'est très simple. Hein, on est content. Euh, voilà. OK. Voilà. Donc, maintenant, réanalysons un peu ces résultats-là. Si vous regardez très bien, vous voyez que la dérivée du loss par rapport à W dépend finalement de Y chapeau, de Y et puis de X. Et Y chapeau, si vous faites l'attention, Y chapeau est obtenu après avoir calculé Z, qui est l'opération, qui est le résultat après l'opération linéaire, W X plus B. Et après cela aussi, on a calculé aussi l'activation. Donc, si vous voyez que, vous pouvez voir que Y chapeau, c'est le résultat après la première couche, après la seule couche qu'on a, qui est la composée de l'opération linéaire et l'opération non linéaire. C'est ça Y chapeau. Et Y, bon, on l'a déjà, Y, ça, c'est la sortie euh, euh, voulue. Et puis X, c'est l'entrée. Hein. Donc, la sortie voulue est l'entrée. Donc, ce Y-là, il est, comment je vais dire, il est important pour nous ici. Puisque si on avait notre réseau, quand on va calculer euh, la sortie du modèle, donc on va avoir ce Y chapeau-là en sortie du modèle, et c'est ce Y chapeau-là maintenant qui va rentrer dans le loss pour pouvoir mettre à jour les paramètres. Donc ça signifie qu'on doit stocker ça pendant qu'on calcule le F on applique on fait rentrer X dans la première couche qui va subir l'opération linéaire et l'opération non linéaire qui est l'activation. Le Y chapeau qu'on obtient, c'est bien de le conserver lorsqu'on fait le calcul là-bas parce qu'il est réutilisé justement pour calculer la dérivée du loss par rapport à W. Ça, c'est le cas où on a une seule couche. Donc, essaye d'imaginer, si on a deux couches, on aura aussi un autre W. On aura W1 et W2. Ce qu'on a ici, ça va être considéré comme W1 si on avait deux couches. Mais on aura aussi un W2. Donc, on aura eu, si vous voulez, un Y chapeau 1 et un Y chapeau 2 aussi. Donc, pareillement, on aurait besoin d'Y chapeau 2 pour le calcul de la dérivée de l'os par rapport à W2. Et pareillement, pour le Y chapeau 1 pour le calcul de la dérivée de l'os par rapport à W1. Donc, imaginez si on a 50 couches, comme il a dit, 50 couches, c'est quelque chose de très simple. Donc, avec 50 couches, on aurait eu Y chapeau 1, bon, j'ai appelé G, mais ici, Y chapeau I, et on aura I qui va aller de 1 jusqu'à 50.
Donc, c'est 50 valeurs qu'il faut garder. Vous voyez que c'est des valeurs intermédiaires puisque tout le réseau, c'est l'ensemble de toutes les couches. Donc, après première couche, on a Y chapeau 1. Seconde couche, Y chapeau 2. Seconde couche, et la troisième couche, Y chapeau 4. Donc, ça fait beaucoup de valeurs comme ça qui sont là. Il faut vraiment les stocker parce qu'elles vont être réutilisées pour calculer cette dérivée de l'autre. Donc, cette fonction-là ici, ouais, cette solution-là, elle marche que si on a pu garder les résultats intermédiaires à travers chaque couche. Si on n'a pas gardé ces valeurs-là, ben, on ne pourra pas utiliser ça. Cette euh, solution qui utilise justement la composée des fonctions. Et c'est là que, voilà, on va dire, un nouveau problème hein, se pose que j'ai résumé ici, disant que les résultats intermédiaires ici, M, Y, chapeau, Z, sont réutilisés, ce qui peut rendre le code complexe pour de nombreuses couches et de nombreuses variables. Donc là, on a parlé de, voilà, on a une dimension. Supposons que les Z ou bien les Y chapeaux sont des vecteurs, un vecteur qui contient beaucoup de valeurs encore. Donc ça va ajouter encore sur la complexité. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de millions de valeurs qu'il faut sauvegarder. Et comment écrire ça dans un code de façon compacte pour que tout soit là? Donc ça pose un autre problème. Et ce problème-là maintenant a été résolu maintenant par ce qu'on appelle la théorie des graphes. Donc, les graphes, c'est une manière de structurer les données, en fait. Et cette structuration-là, euh, on va dire, elle est à la fois naturelle, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici la solution pour bien structurer le code ici, c'est de utiliser les graphes pour stocker les données de façon organique, c'est-à-dire de façon naturelle. Hmm. Et on va dire, ça, c'est un résultat qui existe déjà voilà, en informatique, hein, les algorithmes, les gens ont développé les algorithmes depuis longtemps. Donc, c'est une manière d'organiser les données. Et beaucoup de fois, quand on a des problèmes à résoudre, hein, des problèmes algorithmiques ou euh, voilà, des problèmes qu'on veut résoudre, en général, la manière de structurer et d'organiser les données permet souvent de pouvoir avoir une solution plus simple. Et quand on n'organise pas les données bien, on a une solution qui est compliquée, un code qui est très compliqué. Donc, pour imaginer cela, prenez une maison, en fait, où on va dire, toutes les choses sont dans le désordre, dans le chaos total. Donc, si vous voulez, par exemple, balayer la maison, ben, trouver le balai, c'est tout un problème. Trouver la pelle, c'est tout un problème. Trouver comment dirais-je, la poubelle, c'est tout un problème. Vous voyez que vous allez souffrir même pour pouvoir faire une tâche simple qui est de balayer seulement la maison, hein. Ou bien juste trouver un cahier, vous allez perdre du temps parce que c'est l'un désordre total. Mais imaginez que vous avez euh, comment on appelle ça, des différentes armoires, hein, euh, où les choses sont bien rangées correctement. Et on sait très bien que cette partie ici, c'est là qu'on trouve les balais, on trouve les pelles et les perles. Le côté, vous allez trouver la poubelle là-bas. Vous voyez que c'est très facile pour vous. Quand vous rentrez, vous allez là à l'endroit où ce dont vous avez besoin se trouve, vous prenez, vous partez. Donc, c'est la même chose pour un code aussi. Donc, le code, en général, c'est deux choses, hein, puisque ça revient même à la manière dont un ordinateur est formé. Il y a le stockage, le disque, et puis il y a le processeur qui fait les calculs. Donc, vous voulez faire des opérations sur des données. Si les données sont dans un gros désordre, votre opération sera vraiment très, très, très lente. Elle sera vraiment très, très suboptimale. Vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez gaspiller les ressources même de la machine. Vous faites d'opérations juste pour pouvoir juste trouver les données. Mais quand les données sont bien structurées, il y a peu d'opérations. On va juste prendre les données et puis on fait les calculs rapidement. Donc, c'est ça, voilà, l'idée d'avoir des structures de données parce que ça permet, les gens ont compris ça, hein. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits hein, depuis longtemps. Et vraiment, on a aujourd'hui une infinité d'algorithmes. Et vous allez voir que les algorithmes sont toujours liés aux structures de données. C'est pour ça que vous allez voir les cours d'informatique, vous allez voir souvent, c'est écrit structure des données et algorithmes. Ça vient ensemble parce que des bons algorithmes ont toujours besoin d'une structure de données correcte. Donc, c'est comme une opération que je dois faire. Pour que je puisse bien faire l'opération, il faut que les données soient bien organisées afin de pouvoir faire mes opérations. Donc, les graphes sont vraiment des données
voilà, des structures de données qui ont vraiment aidé à faire beaucoup d'opérations qui étaient très compliquées, mais qui sont devenues très simples avec les graphes. Donc, l'exemple simple d'un graphe, c'est quoi? C'est juste, en fait, une manière d'organiser des données. Donc, ici, je suppose que mes données ici, ce sont des valeurs, 1, 2, 3, 4, qu'on a mis en bleu. Et on appelle nœud ou bien node en anglais les valeurs elles-mêmes là, qui sont là. Après, on peut stocker d'autres informations hein, à côté des valeurs, on peut, dépendamment de ce qu'on veut. Mais ici, supposons que ce sont juste des valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on a un deuxième élément qu'on appelle les edges, qui sont une sorte de lien, en fait, entre les éléments. Donc, le 1, voyez-vous quoi? Le 1, il est lié à 2 et puis à 3. Donc, le 1 n'est pas lié à 4. Il ne voit pas 4 directement. De 1, on ne peut pas arriver à 5. Mais de 1, on peut arriver à 2 uniquement et on ne peut qu'arriver à 3. Donc, c'est ça, on a une sorte de connexion, une sorte de lien qui est créé. Par contre, 2, lui, il a un lien avec 3, il a un lien avec 5, il a un lien avec 4, il a un lien avec 1. Donc, il a un lien avec tout le monde. Oui. Il a un lien avec tout le monde. 3, par contre, lui, il a un lien avec tout le monde excepté 4. Donc, il a un lien avec un avec 2 avec 3. Donc, ça fait que à partir de un, on peut faire ce qu'on appelle une traversée ou bien un voyage hein, dans le graphe. Donc, de un, on peut arriver à 2, on va arriver à 3, ben, arriver à 3, on va venir à 5, et puis de 5, on peut arriver à 4. Bon, peu importe, hein, donc il peut y avoir différents chemins. Donc, ça a des applications multiples. Donc, par exemple, vous allez voir le GPS. Donc, chaque localisation, en fait, est un nœud. Et le edge ici, c'est la distance, en fait, qui va lier à un autre nœud. Donc, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké. Donc, on peut modéliser voilà, toutes les villes de la Côte d'Ivoire ensemble à travers un graphe. Donc, comme j'ai dit, ce qui est dans les GPS, ce sont des graphes, en fait. Et on peut faire des opérations intéressantes pour voir quel est l'endroit le plus proche, quelles sont les villes les plus proches d'un point, par exemple, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, ça a beaucoup d'applications. C'est utilisé vraiment dans divers domaines. Donc, ici, j'ai mis rapidement voilà, quelques applications, même les réseaux sociaux. Hein. Donc, quand on prend Facebook, Facebook, vous avez un user et puis vous avez d'autres, voilà, différents users, différents utilisateurs. Et il peut avoir en fait le lien d'amis. Donc, quelqu'un, mon ami. Donc, un user, en fait, ça va être le nœud. Et l'amitié, c'est ça la connexion. C'est le edge qui va être l'amitié. Donc, c'est un ami. Voilà. Donc, c'est le trait. Donc, je suis ami avec. C'est pour ça que l'ami de mon ami est mon ami. Donc, si je suis ami avec celui-là, comment Facebook fait pour pouvoir proposer des amis? C'est parce que justement, il sait que lui, par exemple, un est ami avec trois. Donc, il va proposer directement à deux. Euh, Bon, ici, on voit déjà que 2 est lié à 3, mais supposons qu'il n'y avait pas de lien ici entre 2 et 3. Le fait que un il est ami avec 3 et puis 2 aussi est ami avec un, Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous proposer directement 3 comme ami, parce que l'ami de mon ami, naturellement, est mon ami. Donc, voilà une manière de pouvoir, par exemple, faire des propositions hein, d'amis. Ça, c'est un cas très simple, hein. Mais maintenant, il y a d'autres moyens qui sont plus avancés où ils vont regarder peut-être, ils vont stocker, par exemple, d'autres propriétés ici. Par exemple, ton secteur d'activité et autres. Et là, maintenant, au lieu de sélectionner directement l'ami de mon ami, on va voir parmi les amis de mon ami, quels sont ceux qui ont justement peut-être un profil qui est plus proche de moi et puis on va peut-être me proposer. Donc, ça, par exemple, LinkedIn, on peut voir ça dans LinkedIn, par exemple, qui est un réseau professionnel. Donc, vraiment, il y a vraiment des applications assez intéressantes. Bon, dans ce cours ici, on ne peut pas vraiment voir la théorie. Moi, je vous conseille de quand même essayer de bouquiner un peu dessus et utiliser ChatGPT vraiment, voilà, pour vous aider à bien comprendre les graphes parce que c'est ce qu'on va utiliser justement pour pouvoir mieux stocker ces données-là et puis justement faire le calcul des dérivés aisément. Donc, il y a les algorithmes de routage ici, comme j'ai mis, donc optimiser les chemins des réseaux comme dans le système GPS. Donc, il y a le fameux algorithme qu'on appelle de Disca- Dijkstra, qui est le meilleur aujourd'hui, hein, qui est implémenté par tous les algorithmes GPS pour pouvoir trouver le chemin le plus court en prenant en compte différentes contraintes, l'état de la route, le fait qu'il y a des embouteillages, tout ça. Donc,
tout ce qui est proposé par les GPS aujourd'hui que vous voyez quand on prend Yango et autres, c'est cet algorithme qui est utilisé. Mais cet algorithme-là, il ne marche que si on a mis les données sous forme de graphe. Voilà pourquoi la paire euh, structure de données et puis algorithme vont ensemble. Donc, c'est un algorithme de graphe, en fait. Si tes données sont pas sous forme de graphe, ben, cet algorithme, tu ne pourras pas l'utiliser. Donc, aussi analyse des liens web aussi, donc les pages web, par exemple. Donc, vous voyez que j'ai une page web et cette page web-là, elle contient beaucoup d'autres pages web encore. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'autres liens. Donc, on a un lien ici et lui, il a beaucoup d'autres liens. Et chacun aussi a beaucoup d'autres liens. Et souvent, vous allez voir qu'il y a un même qui a un lien encore pour revenir. Donc, ça crée vraiment un graphe. Donc, en fait, le web même, c'est un graphe, en fait. Voilà, c'est un graphe. Tous les liens là, entre eux forment un graphe. Et justement, l'algorithme de Google, ce qui a fait le coup de Google, c'est l'algorithme qu'on appelle PageRank, hein, qui est le classement des pages. Donc, c'est un algorithme vraiment qui est basé sur voilà, le graphe des différents liens afin de proposer en fait voilà, une page qui intéresse plus l'utilisateur. OK, donc ça c'est juste une petite vue voilà, des graphes en général, hein. Donc, on va voir de façon plus concrète comment on utilise cette structure de données-là pour pouvoir organiser les informations, surtout les valeurs intermédiaires qui sont calculées lorsqu'on on calcule la sortie du modèle à partir des entrées. Donc, comment est-ce qu'on orchestre tout cela? Donc, premièrement, on a d'abord notre valeur X, hein, qui est l'entrée, qui va passer par le G de X et qui va produire ce qu'on appelle, on appelle ça Z. Et ce Z-là, en fait, si vous pouvez voir que le Z, c'est celui qui est là. Je l'ai mis là comme ça, mais vous allez voir après parce que j'ai écrit ça. Le Z va rentrer maintenant dans le sigmoïde là et ça va produire un Y chapeau. Et c'est le Y chapeau qui continue. Donc, vous voyez que c'est un graphe qu'on est en train d'avoir, en fait, des opérations. Les opérations sont fait un graphe. Donc, on a le X ici et puis, ben, on a, si vous voulez, les edges, hein, ce sont les nœuds qui sont là, hein, et puis après, on a les liens, les edges qui sont là, les segments. Et le Y chapeau va rentrer dans le H, hein, qui va calculer la performance, qui va nous donner le loss. Et à partir de ce loss-là, première chose qu'on fait quand on veut calculer, donc là, ici, si vous pouvez voir qu'on a fait ce qu'on appelle le forward. Le forward, c'est calculer la sortie du réseau à partir du modèle. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, jusqu'à Y chapeau. Et comme on a dit, on a besoin d'Y chapeau, hein. Ce résultat intermédiaire-là, on en a besoin pour calculer notre euh, dérivée de l'os par rapport aux paramètres W et B qui sont ici. Donc, W et B sont bel et bien dans cette fonction-là. OK. Donc, on a H ici qui va nous donner le loss. Donc, le loss, là, c'est la valeur qui va continuer là. Et avec le loss, on va calculer la dérivée du loss par rapport à Y chapeau. Voilà. Donc, le loss, la valeur du loss va être utilisée pour calculer la dérivée du loss par rapport à Y chapeau. Et donc là, c'est la dérivée du loss par rapport à W. Vous vous souvenez que c'était W de loss par rapport à Y chapeau. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la dérivée de Y chapeau par rapport à Z. Donc le Y chapeau qui est là, on va l'utiliser pour calculer la dérivée de Y chapeau par rapport à Z. Et on sait que le produit de la dérivée du loss par rapport à Y chapeau et la dérivée du loss de Y chapeau plutôt par rapport à Z, ça nous donne la dérivée de loss par rapport à Z, hein. C'est le produit, hein, en appliquant la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc, avec ça, ben, on va utiliser la dérivée du Z, hein, par rapport à W pour pouvoir calculer la dérivée du loss par rapport à W, hein. Donc, la même chose, ça multiplié par celui-là, ça nous donne celui-là. Donc, voilà, de façon schématisée ici, on va dire le flux de calcul
qui, en fait, si vous voyez bien, dessine une sorte de graphe, hein. On a quelque chose là, on bouge vers autre élément. Donc, ici, l'idée, c'est de faire de ça un nœud. Donc, le nœud ici, qu'est-ce il va avoir? Le nœud contiendra le Z et il contiendra aussi la dérivée aussi du Z aussi par rapport à W, en fait. Ici, le G, si vous voulez, c'est une opération. Donc, c'est pas vraiment une valeur. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est on va stocker, on va définir une fonction, hein, dans ce nœud-là, si vous voulez. Et puis, bon, bien sûr, en utilisant la programmation orientée-objet, donc, on a les valeurs, les membres, les valeurs qui vont être stockées dans cet objet-là, qui est le nœud, va être le Z, et puis la dérivée de Z par rapport à W, et on aura l'opération euh, de G qui va s'appliquer à X pour pouvoir donner le Z. Donc, ça veut dire que le GZ, en fait, ça sera une fonction, en fait, qui est définie là. On peut appliquer à n'importe quel X, mais quand on calcule le G de X, le résultat est stocké directement au niveau du nœud. Donc, ce sera vraiment la valeur du nœud, en fait, si vous voulez. Et connaissant cette cette fonction-là, G, on sait comment, voilà, dériver aussi la fonction par rapport à X, par rapport à W. Voilà. Donc, cette dérivée-là aussi, on la calcule et puis on la stocke aussi comme deuxième donnée au niveau de, de ce nœud-là. Donc, pareillement aussi, on va avoir l'autre nœud ici où on a Y chapeau et puis Y chapeau dérivé par rapport à la dérivée de Y chapeau par rapport à Z. Donc, le même raisonnement s'applique aussi, hein. Le sigma, ça va être la fonction sigmoïde sera une fonction qui sera dans le nœud, hein. Et puis, voilà. Et finalement, ici, là, on a ici le loss lui-même qui sera stocké et la dérivée du loss par rapport à Y chapeau qui sera stocké ici. Donc, si vous regardez très bien, c'est que ici, on calcule le loss. Donc, il y aura deux valeurs dans ce nœud-là. Il y aura le loss lui-même qui est calculé après avoir appliqué la fonction, qui est L. Et puis, on va calculer la dérivée du loss et on va stocker la valeur de la dérivée du loss par rapport à Y chapeau. Maintenant, c'est cette valeur-là qui va être utilisée. Donc, on doit avoir une sorte de lien ici. Et ce lien va permettre de pouvoir, quand on va utiliser cette dérivée de loss par rapport à quel chapeau, quand lui, il va venir au niveau de ce second nœud-là, il va être multiplié par la dérivée de Y chapeau par rapport à Z. Et en faisant ce produit-là, on va obtenir directement la dérivée de loss par rapport à Z. Vous voyez? Et celui-là aussi va repartir encore dans l'autre nœud où il va être multiplié par la dérivée du loss par rapport à W et on aura aussi la dérivée du loss par rapport à B, par rapport à la dérivée de loss par rapport à W. Donc, j'ai pas mis le cas ici de B parce que c'est le même principe, hein. Donc, ici, on va avoir peut-être une deuxième flèche pour la dérivée de Z par rapport à B. Voilà. Donc, on va avoir la dérivée de Z par rapport à B ici. Et justement, ça va être juste le produit de dérivée du loss par rapport à Z fois la dérivée de Z par rapport à B pour obtenir la dérivée de loss par rapport à B, de ce qu'on paramètre. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on va modéliser ça. Donc, on va avoir un nœud qui va contenir le résultat et puis la dérivée de la fonction qui est au niveau de ce nœud. Donc, chaque nœud contient la valeur après l'application de la fonction et puis aussi la dérivée aussi de cette fonction-là par rapport on va dire, aux paramètres qui nous intéressent lorsqu'on est dans un cas où le nœud contient une fonction qui a un paramètre. Voilà. Parce que ici, les paramètres sont au niveau de G. C'est parce que c'est la fonction linéaire. La fonction d'activation n'a pas de paramètres. Donc, on va calculer la dérivée juste par rapport à son entrée qui est Z. Donc, c'est Z qui est l'entrée. Donc, ici, on calcule la dérivée de loss par rapport à Z. Voilà. Pareillement, ici aussi, le loss, la faille n'a pas de paramètres ici. Donc, on dérive par rapport à son entrée qui est Y chapeau. C'est pour ça qu'on voit la dérivée par rapport à Y chapeau. Donc, chaque fois qu'on a une dérivée, on est au niveau d'un nœud où la fonction qu'on va dériver n'a pas de paramètres, on va dériver juste par rapport à l'entrée. Mais quand cette fonction, elle a des paramètres,
ben, on va dériver par rapport aux paramètres et aussi par rapport aux entrées. Parce que le seul élément ici, c'est que l'entrée, c'est X. La dérivée par rapport à X n'est pas importante pour nous parce que ça ne va pas être utilisé pour pouvoir améliorer le modèle, puisque le modèle dépend uniquement que des paramètres d'UVP. Donc, dérivé par rapport à X, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Mais si on avait plusieurs couches, ça signifie que le X qui est là ici, ça pourrait être peut-être un X2, comme on avait noté auparavant. X2 va être, par exemple, le résultat après la deuxième couche. Et ici, c'est la troisième couche. Donc, il est important de pouvoir calculer la dérivée par rapport à cette entrée-là, qui est un résultat intermédiaire. Voilà. Donc, pour récapituler, lorsque le nœud n'a pas de paramètres, on dérive uniquement par rapport à l'entrée. Mais quand le nœud a des paramètres, on va dériver par rapport à ces paramètres et aussi on va dériver par rapport aussi à l'entrée. Parce que c'est ce qui va être utilisé après pour continuer. Hein. Supposons qu'on avait, ici, si ça c'était X1, par exemple. Donc, on suppose qu'on aurait aussi si je vais appeler ça G2, on aurait eu un G1 hein, avec un sigmoïde. Bon, pas forcément un sigmoïde, mais une autre fonction d'activation. Bon, je vais revenir dessus, mais l'activation sigmoïde, elle est un peu particulière. C'est une activation à la dernière couche. Quand on fait la classification, c'est l'activation de la dernière couche qui est en général sigmoïde lorsqu'on veut faire de la classification binaire. Hein. Donc, quand c'est la classification multiclasse, il y a une autre type de, de, d'activation qui est plus adaptée. Donc, ici, j'ai un avec l'activation qui peut être relue ici. Hein. Donc, il va rentrer là, qui est X1. Donc, vous voyez que le X1, en fait, il est le résultat hein, de ce qui est là. Donc, j'aurais besoin de dériver par rapport à X1 afin de pouvoir dériver par rapport aux W1 et B1 qui sont là. Hein. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà comment ça va se structurer. Donc, j'espère que ça vous donne une idée un peu de comment est-ce qu'on va organiser. Donc, ça nous permet de pouvoir faire quoi? C'est que quand on crée ce graphe-là, vous voyez que, on va dire, en général, ce qui se passe, c'est que, par exemple, on aura juste le L, en fait. Et le L, en fait, il a le lien avec le Y chapeau, il a le lien avec le Z. Hein, vous voyez ça comme un peu la map. Hein. Quand on fait Google Maps, comme j'ai dit que Google Maps, c'est un graphe, en fait. On a les lieux, les différentes villes. Et il y a les liens qui existent. Donc, le LOS, en fait, lui, il a déjà le lien avec tous les éléments. Et c'est ce lien-là qui nous permet de pouvoir directement traverser, on va utiliser le thème, traverser le graphe en calculant les différents gradients de façon naturelle. Parce qu'au niveau de l'os, on a la dérivée par rapport à Y chapeau. Donc, on calcule juste on utilise juste cette dérivée-là. Et puis, on avance, on revient directement vers le nœud précédent. Et au niveau du nœud précédent, on a Y chapeau, on a dérivé de Y chapeau par rapport à Z. On va juste multiplier ça. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est comme si on ne voit même pas ce qui se passe au niveau de Z. On voit juste ce qui est ici. Hein, on voit seulement celui-là. Donc, le L là, il a seulement un lien direct avec celui-là et il a un lien direct avec ce nœud-là. Il n'a pas le lien direct avec l'autre nœud. Donc, c'est pour ça que c'est un peu organisé, c'est assez naturel. On n'a pas on va dire, toutes les valeurs devant nous en même temps. On a juste la valeur voisine, c'est-à-dire le voisin. Hein, le nœud voisin, c'est celui-là. Et avec ça, on peut calculer directement le loss par rapport au nœud voisin, hein, on va dire à l'entrée du nœud voisin. S'il a des paramètres, on peut calculer la dérivée de l'os par rapport à ces paramètres de ce nœud voisin-là. Et quand on finit, le nœud sur lequel on a fini, le nœud voisin, lui, on va essayer de voir en fait le nœud voisin qui le précède encore. Donc, vous voyez qu'on part petit à petit. Et à chaque nœud, on a l'information exacte dont on a besoin pour calculer les dérivés qu'on veut. Vous voyez qu'on n'a pas tout en même temps. On a juste l'information qu'on veut au niveau du nœud. Donc, cette organisation-là, qui est assez organique, assez naturelle, permet de pouvoir de façon très aisément faire le calcul des gradients et puis avoir un code. Vous allez voir dans le code, un code qui est assez élégant, assez simple et vraiment qui permet de pouvoir faire voilà, de gros calculs. Et c'est ce principe-là qui est utilisé dans les frameworks tels que PyTorch et TensorFlow. Hein. Et la seule différence, c'est que eux, justement, comme on calcule en grande dimension, ils vont utiliser des méthodes d'optimisation des calculs. Donc là, c'est au niveau des calculs, comment faire que le calcul soit plus optimal pour qu'il puisse tourner plus vite. Donc c'est ça la différence
entre ce qu'on nous sommes en train de présenter ici et puis ces frameworks-là. Mais excepté ça, ils utilisent cette même modélisation par les graphes qui permettent de pouvoir mieux organiser les données et puis calculer les dérivés de façon plus voilà, naturelle, plus organique et de façon voilà, simple et élégante. Donc, voilà, donc on va finaliser. Donc, ça, c'est la fin de cette première partie-là. Et on va voir l'implémentation dans le code Python. Donc, voilà, on se revoit tout à l'heure.